Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Exergue. Envisager calmement les problèmes et affronter les difficultés, défendre notre position. Cacher ses talents et attendre son heure, courir contre la montre, ne jamais prétendre à l'hégémonie. Deng Xiaoping. Introduction. Dans le monde actuel, les activités politiques, y compris la diplomatie, sont influencées de plus en plus par le commerce depuis le début du XXIe siècle. Pour l'opinion publique, les activités économiques telles que le commerce, la finance, les échanges sont aujourd'hui inséparables des relations extérieures. La diplomatie a pris acte de ces changements et en a tiré les conséquences à tel point que tous les aspects de l'économie pénètrent maintenant au travers des activités diplomatiques. Il n'y a plus de diplomatie sans contenu commercial. Si la définition exacte de la diplomatie commerciale n'existe pas encore, nous pouvons ici la décrire de deux manières différentes. Une définition de la diplomatie commerciale se réfère au processus et à la conduite des négociations, visant à influencer la politique d'un gouvernement étranger, et les décisions réglementaires touchant le commerce et l'investissement. Une autre définition plus appropriée à nos analyses, qui concerne essentiellement les questions de politique économique, elle englobe les trois dimensions du commerce international qui sont le multilatéralisme, le régionalisme et le bilatéralisme. En réalité, le commerce international est toujours marqué par ces trois approches distinctes, et chacune a son influence sur le commerce international dans l'évolution de l'économie mondiale. Dans ces conditions, la diplomatie commerciale d'un pays est finalement le résultat d'une évolution très complexe, qui doit faire converger des intérêts nationaux et internationaux souvent contradictoires. Cela signifie aussi que la diplomatie commerciale sans rupture brutale n'est pas toujours dans la continuité, car elle change souvent. Historiquement, après la fondation de la République populaire de Chine, RPC, en 1949, le maintien de l'indépendance d'État et l'élimination de toutes les forces ennemies au sein du continent furent pendant une longue période la priorité absolue du Parti communiste chinois (PCC). À partir de 1958, le débat idéologique a pris une place dominante au sein du PCC et a causé des dégâts irréparables pour le développement économique de la Chine. Après la mort de Mao Tse-tung et la prise du pouvoir de Deng Xiaoping en 1979, la Chine s'oriente finalement sur le développement économique en adoptant une stratégie propre dite de la porte ouverte. La diplomatie commerciale est évidemment une composante importante de la politique extérieure générale de la Chine. Le succès des réformes économiques de la Chine est visible depuis 1978. Le produit intérieur brut, PIB chinois a connu une croissance annuelle en moyenne de 9,8% pendant plus de 30 ans, ce qui a permis à plus de 700 millions de personnes de sortir de la pauvreté. Le seuil de pauvreté est défini comme une personne ayant un revenu de moins de 1,90 $ par jour en 2015. L'économie non étatique, c'est-à-dire les secteurs privés, les entreprises villageoises, les collectivités urbaines, compte à présent pour plus de 2/3 du PIB national. La Chine s'intègre de plus en plus dans l'économie mondiale et sa part dans le commerce mondial passe de 3,9% en 2000 à 15,5% en 2015. Il était proche de 0 en 1978. En matière de la diplomatie commerciale, l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en 2001 fut une étape déterminante. Tout d'abord, il existait un débat récurrent au sein du PCC entre les conservateurs et les réformateurs sur les limites et le degré d'ouverture de la réforme économique chinoise adoptée depuis 1978. L'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001 a marqué un point marquant dans l'histoire récente de la Chine, qui signifie son choix d'intégrer progressivement, mais définitivement, le système international des échanges commerciaux. Ensuite, les inquiétudes sur l'entrée de la Chine à l'OMC étaient nombreuses. D'une part, les Chinois craignaient que les entreprises locales ne puissent pas résister à cette nouvelle concurrence des grandes entreprises étrangères. D'autre part, les pays développés craignaient de leur côté que les produits chinois à bas prix inondent leurs marchés nationaux. Enfin, nous savons aussi que l'OMC est avant tout un cadre juridique contraignant pour toutes les parties qui y adhèrent. En acceptant les règles du jeu de l'OMC,
la Chine a pris une option déterminante dans la réforme de son système juridique commercial. Depuis 2001, l'idée fondamentale du gouvernement chinois était que les disciplines multilatérales de l'OMC permettraient à la Chine de gagner un accès non discriminatoire au marché des pays développés. Or, depuis la crise économique mondiale de 2007 à 2008, le contexte économique international a été largement bouleversé, le protectionnisme a été renforcé et les pays membres de l'OMC ont commencé de nouveau à conclure des accords bilatéraux et régionaux pour contourner les règles de l'OMC. La Chine ne fait pas exception et a suivi cette tendance. En bref, la diplomatie commerciale chinoise actuelle consiste, d'une part à continuer d'encourager la libéralisation du commerce international ainsi qu'à limiter le protectionnisme des pays développés, et d'autre part à renforcer les liens commerciaux régionaux en négociant des accords de libre-échange avec la Corée du Sud, le Japon et d'autres pays limitrophes. En plus, depuis 2013, la diplomatie commerciale chinoise est surtout construite autour de la conception dite des nouvelles routes de la soie, qui est une traduction littérale du nom chinois du projet Une ceinture, une route, lancé par le président chinois Xi Jinping lors de ses visites en Indonésie et au Kazakhstan en 2013. Le projet est très ambitieux et vise à forger de nouveaux liens entre l'Asie et l'Europe, telle l'antique route de la soie, ainsi qu'à unir les routes du commerce maritime asiatique, africain et européen. Ce projet prévoit des routes commerciales qui s'étendront sur environ 13 000 km, et il touchera près des 2/3 de la population mondiale. Selon le plan publié par le Conseil des affaires de l'État chinois en mars 2015, intitulé « Construire ensemble la ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime du XXIe siècle, perspectives et actions », voire annexe 1, les 5 domaines prioritaires de ce projet sont la coordination en matière de politique, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, l'intégration financière et la compréhension mutuelle des peuples. Dans un premier temps, avec la création de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, BAII, en 2015, la Chine veut surtout renforcer ses connexions avec les pays riverains en passant par la construction de nombreuses routes et lignes ferroviaires. Dans son ensemble, le projet des nouvelles routes de la soie est donc considéré comme une stratégie essentielle de la diplomatie commerciale chinoise au XXIe siècle. Elle vise à promouvoir la coopération entre les pays sur une vaste zone traversant l'Eurasie et à renforcer la position diplomatique et économique de la Chine sur le plan mondial. En réactivant ce gigantesque projet, la Chine lance une diplomatie commerciale sans précédent visant à relier l'ouest et l'est du continent eurasiatique et ainsi créer le plus grand marché du monde. Le premier sommet des nouvelles routes de la soie s'est terminé à Pékin le 15 mai 2017. Il y a une centaine des pays ont participé à cette réunion, et la Chine a annoncé à l'issue du sommet que 68 pays étaient désormais officiellement associés au projet, et que 270 accords de coopération avaient été signés. Le président Xi Jinping a notamment déclaré que la Chine est pour le développement commun et souhaite transformer l'ancien monde, divisé entre les gagnants et les perdants, en un nouveau monde où tout le monde est gagnant. Si l'initiative Une ceinture, une route avance de manière continue, elle sera la coopération économique mondiale la plus vaste et la plus porteuse de succès du XXIe siècle. Chapitre 1 – Le contexte historique de la diplomatie commerciale chinoise. La diplomatie est toujours adaptée à une orientation politique. Il est impossible de comprendre l'évolution de la diplomatie commerciale d'un pays sans la relier au contexte historique qui l'imprègne. En réalité, la diplomatie commerciale chinoise proprement dite n'a existé qu'à partir des années 80. Celle-ci ne pouvait pas fonctionner sans la stabilisation de la situation intérieure du pays, ni même sans la normalisation de ses relations avec les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, les deux superpuissances de l'époque. Dans ce sens, la nouvelle orientation politique et économique adoptée en 1978 par Deng Xiaoping, dite de la politique de la porte ouverte, a joué un rôle clé dans la réussite économique de la Chine. En résumé, la nouvelle politique économique de la Chine consiste à transférer l'économie planifiée vers l'économie de marché. Depuis 1978, la Chine a introduit progressivement les caractéristiques de l'économie de marché dans son économie,
la décentralisation de prise de décision économique et le renforcement de la concurrence afin de favoriser son développement économique. Durant cette période de développement économique sans précédent de la Chine, qualifiée par le média officiel chinois comme la Grande Renaissance de la Chine, ou plus récemment comme le rêve chinois, la diplomatie commerciale a eu une importante déterminante à son succès. 1. Le contexte politique de la diplomatie commerciale chinoise. La fondation de la RPC en 1949 était un événement clé dans l'histoire contemporaine de la Chine. Le reste du monde s'est rendu compte que la Chine, dirigée par Mao Tse-dong, n'était plus l'homme malade de l'Asie de l'Est, mais un pays communiste qui a une forte volonté de retrouver son indépendance et de sa respectabilité dans le monde. La diplomatie commerciale, comme toute la politique étrangère de la Chine, s'est retrouvée en pleine période de guerre froide, et le monde a été divisé entre le camp capitaliste et le camp socialiste. Par conséquent, la marge de manœuvre de la diplomatie commerciale de la Chine était très limitée. Elle consistait essentiellement à venir en aide à certains pays proches idéologiquement comme la Corée du Nord, le Vietnam, la Mongolie, l'Albanie, le Cambodge, le Népal, la Birmanie, l'Algérie dans l'esprit d'une solidarité communiste internationale. 15. 1. L'évolution historique du contexte politique chinois, depuis 1949. Après la défaite japonaise durant la Deuxième Guerre mondiale en 1945, le PCC a gagné la guerre civile contre le Parti nationaliste Kuomintang, KMT, dirigé par Jiang Qaishi sur le continent. Mao Tse-dong a donc déclaré la fondation de la RPC à Pékin, le 1er octobre 1949. C'était la première fois depuis la guerre de l'opium en 1840 que la Chine reprenait entièrement son indépendance et sa souveraineté. La Chine communiste s'est retrouvée tout de suite dans un environnement interne et externe très difficile. La structure économique d'État a été complètement détruite par les guerres successives. Les dirigeants du PCC manquaient d'expérience dans la gestion des affaires nationales, et les forces ennemies étaient encore très présentes à l'extérieur comme à l'intérieur du continent. Les politiques intérieures et extérieures chinoises pendant cette période instable ont connu plusieurs changements radicaux. Le contexte politique chinois avant 1978. Après la fondation de la RPC en 1er octobre 1949, le maintien de l'indépendance de l'État était la priorité absolue du PCC pendant une longue période, 1949 à 1958. Suite à la deuxième réunion plénière du 8e congrès du PCC en 1958, le débat idéologique entre deux lignes communistes a pris une place grandissante dans la vie politique chinoise, 1958 à 1966. La première période, 1949 à 1958. Afin d'établir un nouvel ordre politique et économique entre les pays développés occidentaux et les pays nouvellement indépendants, le Premier ministre chinois Zhou Enlai et le Premier ministre indien Nehru ont préconisé les 5 principes de la coexistence pacifique, qui devint un des piliers de la diplomatie chinoise actuelle. Ces principes ont été repris par la conférence de Bandung et à d'autres réunions internationales. Cependant, la RPC ne fut pas reconnue par l'Organisation des Nations Unies, ONU, et par un certain nombre d'autres grandes organisations internationales. C'est à cette période que sur le plan diplomatique, la Chine a initié ses premières initiatives pour l'établissement de relations diplomatiques avec d'autres pays. Notamment, en commençant avec l'établissement rapide des relations diplomatiques avec l'Union soviétique en octobre 1949. La Chine a ensuite élargi ses relations officielles avec 22 pays à travers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Cependant, un grand nombre de pays occidentaux refusaient encore de reconnaître la souveraineté de la RPC. De plus, des différends frontaliers restaient encore à résoudre entre la RPC et ses voisins asiatiques, notamment avec l'Inde et le Vietnam. Sur le plan économique et grâce aux aides soviétiques, la Chine restait globalement autosuffisante. Mais, le rôle de la Chine dans l'économie mondiale était alors très marginal. La deuxième période, 1959 à 1966. Suite au 20e congrès national du Parti communiste soviétique en 1956, marqué par l'attaque de Khrouchtchev contre Staline,
les relations sino-soviétiques se sont dégradées rapidement. La Chine a donc essayé de trouver une nouvelle ligne diplomatique entre les deux camps, les communistes et les capitalistes, afin de développer une zone intermédiaire. C'est pendant cette période que la Chine a commencé à développer une autre idée fondamentale de sa diplomatie, la notion de tiers-monde. Grâce à cette idée, la Chine a pu gagner en popularité dans les pays qui étaient aussi réticents à la domination américaine ou soviétique. Ainsi, grâce à cette nouvelle position diplomatique, ces pays du tiers-monde sont devenus naturellement des alliés de la Chine. Par la suite, cette notion a donné la théorie de Mao bien connue sous le nom de trois mondes. Sur le plan diplomatique, la Chine a réussi à résister à la pression américaine et soviétique pour garder son indépendance et sa souveraineté. Elle a renforcé surtout ses relations économiques et politiques avec les pays asiatiques et africains nouvellement indépendants. Par exemple, entre les 27 pays qui ont établi des relations diplomatiques avec la Chine à l'époque, 24 étaient des frères pauvres. Sur le plan économique, la Chine avait peu de rapports directs avec le monde extérieur. Elle a donc raté une opportunité en or de profiter du développement rapide du commerce international, de la croissance économique mondiale et du développement technologique de l'époque. En plus, le retrait brusque des aides soviétiques à la Chine, 1958 à 1962, a également donné un coup dur pour le développement économique de cette dernière. C'est la troisième période, 1967 à 1978. Durant cette période, la Chine a été marquée par un mouvement politique et social sans précédent appelé la Révolution culturelle, 1966 à 1976. Les lignes ultra-gauchistes du PCC ont été poussées à l'extrême. Par conséquent, le développement économique dans tous les domaines a été à l'arrêt. Les secteurs économiques ont été contraints de répondre aux exigences de la révolution continue sous la dictature du prolétariat, et d'extirper la malédiction de l'impérialisme et du social-impérialisme, qui a provoqué des tensions très fortes entre la Chine et le monde extérieur. Suite au conflit sino-soviétique sur l'île Zhenbao qui a déclenché une guerre courte entre les deux géants communistes, la Chine a procédé à des ajustements stratégiques importants au début de l'année 1970, dans l'objectif de trouver son propre espace de développement dans un contexte marqué par l'affrontement grandissant des deux superpuissances, qui étaient les États-Unis et l'URSS. C'était dans cet esprit-là, Mao a invité le président des États-Unis Richard Nixon à visiter la Chine en 1972 pour ouvrir le dialogue sino-américain. En même temps, par solidarité internationale, la Chine ne s'est épargné aucun effort pour offrir son aide à des pays communistes comme l'Albanie et le Vietnam qui ont maintenu une relation camarade-frère avec la RPC. Mao Tse-dong a ainsi acquis une renommée anti-impérialiste et anticolonialiste dans le monde entier. Finalement, cette stratégie fut une réussite pour Pékin qui a largement soulagé les pressions sécuritaires sur le pays, et qui a aussi permis à la Chine d'adopter une position beaucoup plus souple entre les deux pôles. D'ailleurs, grâce au soutien des pays nouvellement indépendants du tiers-monde, la RPC a retrouvé son siège au sein de l'ONU ainsi que dans d'autres grandes organisations internationales. En fait, l'amélioration rapide des relations entre la RPC et la communauté internationale était une condition préalable pour la réussite des réformes économiques qu'entreprendra la Chine suite à sa politique d'ouverture qui viendra par la suite. Sur le plan diplomatique, la Chine a connu une nouvelle vague d'établissement des relations officielles avec de nombreux pays, y compris avec un certain nombre de pays capitalistes occidentaux. Entre 1966 à 1977, 62 pays ont établi des relations diplomatiques officielles avec la RPC. Par conséquent, les tentatives visant à isoler ou même à éradiquer une Chine communiste ont échoué, et la RPC a réussi à s'élever pour devenir un grand pays souverain et indépendant. Sur le plan économique, la Chine de cette époque était un pays agricole et sous-développé, qui restait en dehors du système commercial international. Les 10 années de la révolution culturelle ont aussi largement ralenti le processus de développement économique de la Chine. B. Le contexte politique chinois après 1978.
La mort de Mao Tse-dong en 1976 a marqué la fin de la révolution culturelle et la fin de l'ère maoïste. Avec la prise du pouvoir au sein du PCC par Deng Xiaoping en 1977, la Chine est entrée dans une phase de réformes économiques et d'ouverture, qui a connu une réussite remarquable ces 40 dernières années. La quatrième période, 1979 à 1992. C'est lors de la convocation de la troisième session plénière du 11e comité central du PCC en décembre 1978 que la Chine est entrée dans une nouvelle ère du développement, tant sur le plan politique et diplomatique que sur le plan économique et social, et cela sous la direction de Deng Xiaoping. Dans l'histoire de la RPC, Deng était le premier dirigeant qui a mis en avant une stratégie différente de Mao, laissant une influence historique sur l'évolution de la Chine post-maoïste. Durant la période où Deng était au pouvoir, de la fin des années 1970 au début des années 1990, il a fait deux grandes contributions à la diplomatie chinoise. Premièrement, pour initier la politique d'ouverture et les réformes économiques de la Chine. Contrairement à Mao, Deng a jugé que la Troisième Guerre mondiale était évitable, et que la paix et le développement seraient les grands thèmes du monde contemporain. Ainsi, la Chine a dû saisir cette opportunité de poursuivre ses 4 modernisations et de mettre en œuvre une politique des réformes et d'ouverture. Sur le plan diplomatique, la Chine a adopté une série de nouvelles mesures pour ajuster progressivement sa politique extérieure. C'est durant cette période que la Chine a annoncé officiellement qu'elle prendrait une position indépendante, pacifique et non alignée dans les affaires étrangères. Par la suite, la diplomatie chinoise a été menée autour de la tâche centrale du développement économique. Elle a encouragé ses jeunes diplômés à étudier à l'étranger et à développer des relations commerciales avec des pays étrangers, y compris avec des pays capitalistes. C'était aussi dans ce sens que Deng a prononcé la fameuse phrase « Peu importe que le chat soit noir ou blanc, tant qu'il peut attraper les souris, c'est un bon chat ». Avec cette théorie, il a souligné que le socialisme n'est pas synonyme de pauvreté, et que le socialisme n'est pas également lié à une économie planifiée. Il a donc encouragé le développement de l'économie de marché, la création de zones économiques spéciales, ZES, et la mise en œuvre du système de responsabilité pour les terres agricoles. De plus, Deng a inventé la théorie des un pays, deux systèmes, pour réaliser la réunification de Hong Kong et Macao avec la Chine continentale. Deuxièmement, après les événements de l'année 1989, face à un environnement international défavorable pour le développement économique de la Chine, Deng a pris une décision d'observer calmement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.